merci d'être venu. Alors, on se présente très rapidement. Donc, je m'appelle Estelle Copolani et mon camarade ici présent, qui est directeur de la revue, directeur de publication de la revue qu'on va vous présenter, s'appelle Jean-Hérien Samson. Donc, on est tous les deux poètes et puis, en l'occurrence, éditeurs pour l'occasion. On va vous présenter une petite revue qui est née il y a quelques années, dont on va vous parler. On va peut-être vous exposer un petit peu la généalogie du projet. Et avant, on va vous mettre une petite vidéo qui déjà introduit certains des enjeux, même si évidemment ça a changé au cours des années. Mais je vous propose de commencer par ça et puis après on va discuter un peu. Docreyer, c'est une revue haïtienne proposée par l'association Vague littéraire. C'est une publication sur les langues et les cultures créoles au sens large. C'est aussi un outil de renforcement de la documentation sur les langues et les cultures créoles. L'association Vague littéraire, c'est un groupe d'universitaires et de professionnels dans le milieu culturel haïtien. On a eu envie de porter un projet ensemble. L'idée, c'était d'ouvrir les barrières de différents pays créolophones et de créer un espace de partage, de rencontres pour explorer les richesses culturelles de ces pays. Cette revue s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent aux cultures créoles et les textes sont écrits en différents créoles et en français. Docreyer, ça vient d'un jeu d'osselets issu du patrimoine culturel haïtien qui consiste à les lancer sous le sol. Quand tu fais Do-Cré-I-S, c'est que tu as gagné. Do comme domino, parce que le domino, c'est un jeu de logique. De cette partie de la revue, on trouve des articles de recherche sur les différentes disciplines artistiques. Cré, parce qu'il faut creuser pour créer, même à partir du vide, à partir du creux. Cette partie de la revue est consacrée aux œuvres artistiques des artistes des pays créolophones du monde entier. Et comme dans Illustre, c'est cette partie de la revue qui propose des portraits d'artistes et des entretiens avec les personnalités créoles. S, parce qu'on est pluriel. On vit dans un monde pluriel avec des cultures multiples. Cette partie de la revue présente des articles précisément sur la langue créole, des notes de lecture et des traductions. Le créole témoigne de l'humaine condition. Écoutons-le. Peut-être la lumière, non À part si on veut une séance intimiste. On n'est pas contre, hein, forcément. Merci, Maud. Eh ben, on va peut-être commencer par la généalogie de la revue. Ouais, ça, c'était une des rencontres justement à propos de la revue. D'habitude, on fait plutôt des présentations en librairie et on est un peu plus nombreuses. Et du coup, voilà, c'est pour ça que là, ça s'est fait un petit peu rapidement pour nous. C'est le hasard qui fait que Jean et moi-même sommes en même temps à La Réunion et on fait des processus d'autodiffusion. Donc ici, on n'a pas de diffusion, on n'a pas de distribution, ce qui fait qu'on a rapporté quelques revues. En général, là, on le fait pour les personnes qui sont intéressées par la revue et un petit peu de façon voilà, un petit peu précipitée. On nous a proposé de venir la présenter ici, ce qui nous a fait très plaisir. Mais du coup, on n'est pas nécessairement dans un format conférencier parce que je vois que c'est ce qui était annoncé. Et nous, on fait plutôt des rencontres en librairie normalement. Donc, nous aussi peut-être plus rapprochés des personnes. Déjà, je vais commencer par aussi faire peut-être plus. Vous avez des exemplaires qui circulent ou pas? Non, pas du tout. Oui, donc, on va en faire circuler. Et oui, donc voilà, pas nécessairement de présentation en officielle forme, mais je vous invite aussi à participer, à nous interrompre, à nous poser les questions éventuelles qui vous viennent à l'esprit. Et du coup, ben, Jean, si tu as envie de commencer par raconter la jeunesse du projet, éventuellement parler aussi du festival qui était lié à la revue Docreyer, je te laisse y aller. Merci Estelle et merci Maud de nous avoir offert cette possibilité de présenter ce nouveau numéro. Malheureusement, on se balade avec que le dernier numéro. On n'en a pas beaucoup d'exemplaires dans les derniers numéros. Et en plus, ce numéro, ça pèse 1 tonne. Déjà, pour ramener une 50aine d'exemplaires, on a galéré dans les métros de Paris. Et moi, je suis Jean-Hérien Samson, je suis haïtien.
Et je suis poète haïtien et j'essaye également, ça fait pas mal de temps, d'explorer toutes les formes d'art possibles et imaginables, justement afin de promouvoir le poème, afin de promouvoir la poésie, notamment les podcasts, la photographie argentique et aussi à travers cette plateforme-là, DocIS, qui a pris naissance en Haïti en 2017. En fait, on a lancé le projet justement en octobre 2016. Bonjour. Oui, oui. Avant d'OCRIS, on avait lancé, parce que moi je viens de centre culturel avec et à Carrefour, c'est une petite commune à côté de Port-au-Prince, qui s'appelle la Bibliothèque du Saint-Lérisson. C'est un centre culturel où il y avait vraiment une effervescence poétique, une verve poétique qui se dégageait. Donc, j'ai intégré ce centre en 2010-2012. On a commencé à faire de la poésie, on a commencé à animer des ateliers d'écriture poétique. Et de ces ateliers-là naissent pas mal de jeunes poètes. Et avec des potes, en 2012, on a monté une petite maison d'édition de poésie qui n'a pas fait long feu, et faute de moyens. Et pour continuer aussi dans cette même démarche de publication, on a décidé de monter une plateforme. Donc, avant, on n'avait pas en tête de créer une revue. On voulait éditer une seule plateforme avec beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de personnes. Et moi, avant, je publiais dans pas mal de revues qui ont pris naissance dans le bassin caribéen et aussi dans l'océan Indien, et notamment une revue qui s'appelait Revue Vent Alizé. Et il y avait une revue mauricienne aussi, que le nom m'échappe, et plein d'autres revues. Donc, j'avais déjà des liens avec les régions créolophones, principalement Caraïbes et Océan Indien. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas essayer de créer une plateforme pour essayer de mettre en lien ou du moins en fait, de faire une tentative de mise en lien avec les pays et régions créolophones du monde, puisqu'il y en avait déjà d'autres tentatives durant les années 60-70. Et voilà, on a pris contact avec tous ces gens-là, tous ces poètes, tous ces directeurs et directrices de revues qui ont bien accueilli le projet. On se dit, voilà, on va se lancer, puisque Haïti, c'est le plus grand pays créolophone du monde. On est à 12 millions de créolophones, quoi. Donc, et c'est cool aussi que ce projet soit pris naissance en fait en Haïti, ce territoire-là qui représente aussi un symbole politique révolutionnaire pour le monde et aussi pour les pays et régions créolophones. Et ouais, ça s'est tissé et on a lancé ce projet justement en 2016 et autour de la thématique voyage. Bon, après, cette thématique, c'est une thématique aussi qu'on a beaucoup traité dans la Caraïbe. Et on s'est dit, ben, on va remettre sur le tapis en fait cette thématique-là parce qu'on est né du voyage. Et de là, le projet, on a mis sur pied ce projet-là, qui est DocIS, Revue haïtienne des cultures créoles. Donc, est-ce que c'est important? On avait déjà parlé de l'expression, en fait, ce mot-là, à travers la petite vidéo, mais pour ceux et celles qui n'étaient pas présentes. Donc, on va reprendre, en fait, DocIS, ça vient d'un jeu traditionnel haïtien, le jeu des osselets. Et on joue avec 4 os, et chaque os possède 4 parties différentes, une partie Do, une partie Cré, une partie I, une partie S. Et on a choisi ce nom justement pour faire un travail de mémoire sur les jeux traditionnels et qui sont en voie de disparition en Haïti, notamment ce jeu-là. Et aussi à l'intérieur de la revue, on a fait une espèce de jeu aussi qu'on ne voit pas au prime abord, mais qui existe si on est curieux, si on est curieuse. Donc, la revue est divisée en 4 parties, aussi comme le jeu de Slay. Il y a une partie Do,
où on met que les réflexions critiques sur là. C'est pas vraiment c'est pas une revue scientifique. On n'a pas cette prétention-là. C'est une revue culturelle, c'est une revue artistique. Mais par contre, on a aussi quelques réflexions. Et dans nos comités, on a quelques scientifiques également. Donc, c'est des artistes, des poètes et aussi des scientifiques. Mais ce n'est pas une revue scientifique. Et dans Cré, on a les créations. Et dans I, on a les portraits d'artistes, des lieux emblématiques des mondes créoles. Et dans S, on a principalement les articles sur les langues créoles. Et voilà. Donc, c'est une revue annuelle. Donc, on a passé un an de 2016 à octobre 2017, de octobre 2016 à octobre 2017, à travailler sur ce projet. Et le premier numéro a été lancé en octobre 2017. Pourquoi octobre? Parce que octobre, c'est le mois créole, justement. Et on a profité de ce mois, de l'apparition de cette revue, pour lancer un festival qui s'appelle Rencontre des cultures créoles. Donc, du coup, là, notre association, notre structure avait ces deux projets phares en fait, en Haïti, qui est la revue et aussi le festival Rencontre des cultures créoles. Et de quoi il s'agissait? C'est un festival en Haïti où on invite chaque année des artistes, des chercheurs des pays créolophones, des régions créolophones du monde pour venir en Haïti. Déjà, pour ceux et celles qui n'ont jamais été en Haïti, déjà prendre connaissance à ce lieu-là, cette terre-là, qui est symbole de la Révolution. Et aussi animer des ateliers, rencontrer les Haïtiens, les jeunes créateurs et créatrices haïtiens, haïtiennes, et partager des scènes avec les artistes. Donc, c'était vraiment un festival pluridisciplinaire. Donc, voilà, il a animé des conférences sur des thématiques. Donc, ce n'était pas un festival thématique, mais on a pas mal de thématiques qui traversaient chaque festival par rapport aux intervenants et aux intervenantes. Et je précise juste que c'était à Port-au-Prince. Du coup, ce festival, c'était une rencontre annuelle à Port-au-Prince avec des sortes de régions phares de la créolophonie mondiale qui étaient invitées. Et il y a eu La Réunion, une année où malheureusement, j'étais emprisonnée dans un travail salarié à l'époque. Donc, je n'ai pas pu venir, à mon plus grand regret. Et ensuite, il y a eu le festival n'a plus eu lieu à partir de la période de Covid. En fait, depuis la période de Covid, voilà, c'est plus du tout d'actualité parce que c'est devenu vraiment beaucoup trop compliqué. Donc, il y a une partie de l'équipe aussi, une grosse partie du comité qui habite en France hexagonale maintenant et qui multiplie la diffusion dans un réseau hexagonal. Et a fortiori, on essaie de le faire le plus possible dans tous les endroits où on passe. Mais effectivement, comme on est on est dans une démarche artisanale, là, par exemple, quand on vient à La Réunion, on prend un stock le plus lourd possible et on le distribue, mais ça part très vite. Donc, on a aussi voilà, cette problématique dans la diffusion. Bon, évidemment, on fait des livraisons. Mais voilà, le festival, c'était un point de rencontre, c'était un lieu qui devenait, ça créait aussi, c'était un espace où les gens pouvaient se rencontrer des différentes régions créolophones du monde. C'est vrai que ça manque un peu, mais bon, pour le moment, il faut être un petit peu réaliste, c'est un peu comme ça reste compliqué. Donc voilà, on essaie de circuler au mieux, de faire passer le mot. Mais voilà, ça reste à la mesure de nos propres moyens. Tu voulais, du coup, je ne sais pas, poursuivre ouais, en fait, juste par rapport aux invités, en fait, la première édition, c'était île Maurice. Et la deuxième édition, c'était la Guadeloupe. Et la troisième, malheureusement, comme a dit Estelle, on n'a pas pu continuer, mais on espère remettre sur le tapis ce festival-là. Et la dernière édition en 2019, c'était Île de la Réunion. Et quoi d'autre Je pense qu'on pourrait peut-être évoquer les thématiques du coup des numéros. Alors, ce numéro-là qui est entre vos mains, il est un peu spécial parce que comparé aux autres, il est à la fois thématique et à la fois hommage. Donc, c'est un numéro qu'on a voulu présenter sous la forme d'un hommage à Boris Gamaleya parce que c'était un petit peu le même moment où la bibliothèque départementale de La Réunion prévoyait la décade et a entamé notamment tout le travail de numérisation, de diffusion de l'œuvre de Gamaleya. Alors, évidemment, ça résonnait très fort avec la revue, avec les enjeux, les préoccupations qui sont les nôtres. Et on s'est dit, puisqu'on a eu la chance de pouvoir récolter quelques fragments inédits, voilà, on s'est proposé de faire ce numéro 4 toujours avec la thématique
et voilà, avec une forme d'hommage. Donc, les numéros précédents, le premier, c'était Voyage, le deuxième, c'était Miroir, c'est ça? Ouais, le troisième, qu'est-ce que c'était? C'était Marge. Marge, oui, voilà, Marge. Et puis, ce quatrième numéro est autour de la trace. Donc, évidemment, il y a une charge assez... Enfin, tout ce lexique-là réveille une charge assez forte dans les philosophies caribéennes. Enfin, là, la trace, c'est extrêmement glissantien comme approche. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose à penser pour le futur numéro, d'être peut-être se décaler légèrement par rapport à ce vocabulaire. En tout cas, c'est des thèmes qu'on veut très larges pour que toutes les régions créolophones, tous les artistes puissent proposer des contributions. Et on essaie voilà, d'être dans des thèmes. Il y a des revues qui travaillent avec des appels beaucoup plus originaux, beaucoup plus inédits dans la formulation thématique. Nous, c'est vrai qu'on aspire à accueillir le plus de monde possible. Et il y a un travail évidemment autour de la visibilisation de ce qui est déjà fait ou ce qui existe au niveau des archives historiquement, mais également autour des artistes contemporains qui peinent à avoir des espaces de visibilité. Donc les appels sont très larges. Généralement, on accueille le plus de contributions possible. Et thématiquement, voilà, on travaille avec l'idée vraiment de pouvoir avoir des résonances voilà, des portes d'entrée les plus ouvertes. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce vocabulaire, je dirais, très hérité, oui, très hérité des années 80, de la Caraïbe des années 80, qui est flagrant, et en même temps qui permet à beaucoup de gens de pouvoir répondre aux appels à contribution. Il y a eu dans les dernières années un élargissement aussi au niveau géographique des contributrices, et ça fait vraiment plaisir, et c'est ce qui explique aussi que la revue s'épaissit d'année en année. Donc là, je pense que le défi d'abondance est relevé, mais ça commence à être très difficile de transporter ces revues dès qu'on en a beaucoup, ça devient trop lourd. Mais c'est vrai que ce qui caractérise cette revue, peut-être comparé à des revues contemporaines, notamment dans l'océan Indien, moi, j'ai travaillé, par exemple, enfin, j'ai beaucoup collaboré avec des La revues. revue Indigo. Oui, Indigo, Les Lettres de Lémurie, Cagnard. C'est des revues qui appellent à la création contemporaine, mais toujours avec cette idée de renouvellement, c'est-à-dire par rapport à des héritages littéraires, pour ces revues plutôt littéraires d'ailleurs que culturelles, artistiques au sens large, alors que Docreis, c'est aussi un ancrage visuel fort quand même. Ces revues-là, elles travaillent peut-être un peu plus avec l'idée de renouvellement que nous, alors que nous, en fait, on essaye d'être dans une espèce de totale horizontalité. C'est-à-dire que c'est une revue qui mêle aussi bien des noms déjà assez connus ou alors des textes qui sont parfois devenus rares, qu'on réédite, des inédits, que des propositions d'artistes beaucoup moins connus. Avec cette idée-là que de toute façon, ça se répond, ça se problématise, un texte en problématise un autre, une création dialogue avec une autre création. Et je pense que même au sein du comité, ce que j'aime beaucoup, c'est la circulation des inspirations. Il y a vraiment une réciprocité, notamment, je trouve, entre, on va dire, le corpus de littérature anticoloniale et les créations décoloniales beaucoup plus contemporaines. Et ça enrichit l'une et l'autre des deux perspectives. Et c'est vrai que ça reste plutôt, je trouve que ça reste plutôt rare, notamment parce que quelques revues, par exemple, plus tournées vers les arts plastiques, vers les théories décoloniales, sont dans une position qui se revendique beaucoup plus de l'avant-garde, voilà, qui cherche vraiment à précipiter, à aller vers des formes aussi de pensée très projetées dans le futur. Ce que j'aime avec Docreis, ce que je trouve peut-être ce qui est aussi une de nos marques de fabrique, c'est de vraiment penser dans la continuité des temps, dans le dialogue avec les temps, et du coup d'aller chercher l'archive anticoloniale pour qu'elle ne reste pas uniquement une archive universitaire ou un travail de recherche qui se fait plutôt dans la documentation, dans les bibliothèques, voilà. Et ça, je crois que finalement, dans une revue culturelle comme ça, ça reste assez rare. Peut-être qu'on pourrait... oui. Justement, par rapport aux archives, on peut donner quelques exemples. Et dans ce numéro, on a également travaillé avec la bibliothèque francophone multimédia de Limoges,
qui nous a permis de fouiller dans les archives d'un grand poète haïtien qui s'appelle René Despestes. Et du coup, on a publié dans cette revue un texte qui a été publié en 1974, justement dans une revue rayonnaise pour la première fois. Et c'est un hommage à Che Guevara que René Despestes avait écrit. Donc, du coup, on a repris ce texte-là. Et aussi, pour l'hommage à Boris Gamaleya, on a eu des textes inédits de Boris. Et en parlant de Boris, est-ce que tu peux nous parler un peu de Boris Gamaleya? Peut-être que certaines personnes ici ne savent pas qui c'est. Alors, je fais mon Stéphane. oui, c'est vrai qu'on n'a pas de modération. Oui, c'est vrai que j'ai fait comme si c'est évident là et qu'on connaît. Mais Boris Gamaleya, c'est un poète qui nous a intéressés pour le lien particulier à la fois avec l'histoire des revues et avec le propre tissage qu'on effectue entre une dimension politique de la réflexion et les formes esthétiques en fait, qui sont développées dans les espaces créolophones. Je pense que là, le travail de la bibliothèque départementale de La Réunion a essayé de rendre ça aussi plus accessible. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais il y a une petite expo, c'est assez bien fait. Donc, il y a beaucoup d'éléments biographiques qui sont donnés sur Boris. Il y a quelques objets, il y a beaucoup de manuscrits aussi. Peut-être que le point d'ancrage, ce serait effectivement la trajectoire de Boris, qui du coup a été peut-être un des poètes qui a donné, on dit, hein, alors ça a pris ses sujets à des débats, mais on dit que c'est aussi une renaissance de la poésie réunionnaise à la sortie du fameux recueil Vali pour une reine morte. Et Boris Gamaleya, il est surtout connu pour son travail mythologique, on va dire, à La Réunion, sur la façon dont il a réussi à réinvestir un imaginaire indiano-océanique au sens large, notamment beaucoup de choses qui viennent de Madagascar à travers la référence au marronnage, la référence à la toponymie, les cirques, etc. Et c'est aussi un travail qui à ce moment-là, est inédit en termes de langue. Donc, on a dans la trajectoire de Boris, en fait, il y a le fait d'être instituteur, il y a le fait de partir en métropole, de revenir, donc du coup faire quelques études dans le sud de la France, je pense à Aix-en-Provence, si je ne me trompe pas. Là-bas, il rencontre du coup celle qui est devenue sa compagne, qui était aussi une réunionnaise, Clélie. Clélie Amaya. Ensuite, ils reviennent. Et là, il y a tout un contact, tout un terreau culturel qui se développe très fort dans les années 60-70 et qui est, dont on a quelques traces aujourd'hui dans la musique, dans le fond de cœur, qui est ce travail autour d'une réflexion très portée sur l'identité réunionnaise, sur évidemment la valorisation de la langue créole, les premières tentatives graphiques, donc Axel Gauvin, le travail sur la valorisation de la langue, des organisations en syndicats, éventuellement des rattachements politiques, principalement autour du Parti communiste réunionnais, même si ensuite il y a une déliaison avec Boris et les attaches politiques. Mais à ce moment-là, voilà, il y a notamment un travail qui se passe beaucoup en revue. C'est-à-dire que tout ce travail-là, il est fait par le militantisme, il est fait parfois par le prisme de la réflexion autonomiste. Et il se développe beaucoup à travers des revues comme il y a Foncor, il y a Barzo. Ça, c'est des très belles revues. Elles sont. Après, il y avait la revue Sabat Cause aussi, qui était plutôt une revue de réflexion sur la langue, principalement. Ouais. Donc, il y a un travail qui est en train d'être opéré et qui est une explosion, littéralement, qui est une explosion aussi en termes de continuum entre oral et écrit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on récupère, comment on raconte, comment, évidemment, on passe de ce qui se dit, ce qui peut se dire dans les Macs à dans un imprimé, dans un journal qu'on va faire circuler, dans une revue qui va se répandre, a fortiori dans toute l'île. Donc là, il y a, on va dire, c'est la précipitation de ce qui devient chez Boris une véritable obsession. C'est le travail sur l'imprégnation malgache dans le créole réunionnais et plus largement une circulation aussi des mythologies de l'océan Indien dans
la représentation de l'île. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement bouleversé et qui est aussi, je pense, qui a mûri de façon un peu précipitée par l'ordonnance Debré qu'il a frappé, comme d'autres intellectuels de l'époque, qui condamnait surtout des personnes engagées politiquement qui semaient le trouble dans l'ordre public. Susceptible, hein? Qui est susceptible de semer, voilà. Donc ça, c'est l'ordonnance de 1960 et ça a exilé quelques personnes. Par exemple, il me semble que Glissant a aussi été exilé en Hexagone pour les mêmes raisons, parce qu'il avait cofondé une fédération autonomiste antillo-guyanaise. Et donc, tout de suite, la préfecture de police a fait dissoudre l'association, a envoyé la menace Glissant en Hexagone, comme ça, coupure. Bon, ce qui est intéressant dans cette histoire avec Boris, c'est que Boris, il a évidemment rencontré d'autres Réunionnais et il a fondé l'Union des travailleurs réunionnais en France, l'Union des étudiants réunionnais. Donc, il y a une organisation diasporique. C'est aussi intéressant parce que nous, c'est ce qu'on tend à faire aujourd'hui avec la revue haïtienne des cultures créoles du monde. C'est qu'en fait, on se rencontre entre personnes de la diaspora, des diasporas. Et là, c'est flagrant dans le comité élargi, dans les amitiés qui se sont tissées, c'est qu'on s'est rendu compte d'un certain, je pense, de coïncidences dans nos parcours et aussi dans nos références culturelles en tant que personne issue des diasporas. Donc là, je fais une petite digression, j'en étais au parcours de Boris. Oui, donc c'est ce moment-là où, étant exilé, du coup, comment on dit ça quand on est prof, on est institué. Il y a un terme technique, je ne sais plus quel est le terme. Et du coup, il est affecté à Romainville, dans la banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et c'est à ce moment-là que pour lui, il y a quelque chose de l'ordre probablement de la survie, du manque qui se crée et qu'il écrit Vallée pour une reine morte. Donc, ce fameux recueil qui est considéré comme l'un des plus beaux, l'un des plus importants. Je trouve que c'est intéressant aussi de raconter qu'il est écrit dans l'exil, donc dans une situation de violence, en fait. Donc, j'évoquais ça pour quelle raison je me suis perdue. Et ce qui est intéressant également dans cette publication, c'est qu'on a la base, justement, c'est les cultures créoles, mais on n'est pas resté figé, en fait, dans les mondes créoles. On est ouvert à toutes les cultures du monde parce que pour nous, en fait, et la diversité culturelle, en fait, les cultures créoles sont un modèle de diversité culturelle. Et on est en train de promouvoir la diversité culturelle. Donc, on n'est pas enfermé dans le monde créole. On est ouvert à tout le monde. Justement, le créole ne suffit pas à être un enfermement. En fait, c'est des cultures qui ont pris naissance en fait dans cette espèce d'élargissement, de rencontre avec plusieurs cultures et qui sont en perpétuelle mutation aussi. Et chaque numéro, on reçoit des contributions presque de partout dans le monde. Donc, justement, des contributions qui traversent notre ligne éditoriale et aussi notre thématique annuelle. Et comme vous pouvez le voir, en fait, cette année, on a 25 pays avec plus de 100 contributeurs, contributrices et différentes, avec des formes d'art et différentes. Et quoi d'autre, Estelle? Moi, j'avais envie pour donner un peu plus d'exemples, j'avais envie de lire des extraits éventuellement pour montrer un petit peu comment, par exemple, la question de la trace, elle a pu être travaillée. Si tu as envie de lire quelque chose. Je te laisse commencer, après je te suis. Par exemple, donc, justement, avec cette idée que les textes appartiennent aussi à des genres différents. Alors, n'étant pas une revue universitaire, effectivement, il n'y a pas cette prétention scientifique. Pourtant, je trouve que, par exemple, les textes de réflexion, je les trouve vraiment qualitatifs. Qu'est-ce que j'avais... Ah oui, je voulais lire des extraits, par exemple, de l'allégorie de la trace dans le monde créole. Donc ça, c'est sur l'histoire de Marie Galante. Merci. Je pense que j'essaye de choisir un passage qui pourrait peut-être résonner par rapport à ici.
Alors, bon, voilà, je vais prendre un petit extrait et puis ce ne sera pas trop long, mais histoire de donner un petit peu plus de substance là. Alors, la marque est donc une trace, un signe, un objet qui sert à repérer, à reconnaître. Pour les personnes qui ont éventuellement la revue entre les mains, qui ont envie de suivre, c'est la page 194. Qui sert à repérer, à reconnaître quelque chose. C'est une trace de contact, une empreinte laissée par un corps sur un autre. Les marques laissées par le passage des hommes deviennent une forme de signature, tel un animal qui délimite son territoire. Marie-Galante est une terre de tradition rurale. Elle est communément appelée la Grande Galette par rapport à sa forme circulaire et son relief peu élevé. La galette pourrait aussi être une référence à la cassave. Cette dernière est une galette ronde réalisée à base de farine de manioc. En plus des fabriques de cassave ou des manioqueries du territoire, les campagnes de l'île sont jonchées de vestiges de platine pouvant servir dans la fabrication du manioc. Cette délimitation de grande galette est donc un héritage estampillé de l'histoire agricole et culturelle de l'île. Outre cette dernière, les paysages de l'île de Marie-Galante sont également parsemés de traces et vestiges de l'économie sucrière. Moulins à vent, balances, habitations, sucreries, distilleries, usines, charrettes à bœuf. Certes, les vestiges ne sont pas toujours intacts, mais ils impactent la toponymie. Les sections, les quartiers portent des noms d'anciennes habitations tenues par de grands propriétaires. Murat, Trianon. Par ailleurs, l'île de Marie-Galante est plus communément appelée l'île aux 100 moulins, car jadis elle comptait jusqu'à 106 moulins. Relique d'un monde perdu, englouti par le temps et par la technique, les édifices de l'ère pré-industriel deviennent, selon le mot de Riegel, l'objet d'un culte, affirme Françoise Chouet. Dans ce cas, le culte de mémoire s'imprime au travers d'une toponymie inspirée par le nom de grands propriétaires. Alors, je m'arrête là juste pour donner l'exemple. Je trouve que, par exemple, ça, c'est un texte où ça me fait énormément penser à La Réunion. Il y a tellement de choses qui, ici, ressemblent en fait à la façon dont le territoire est tracé, nommé, scénographié par rapport au nom des propriétaires, des colons. Évidemment, ça, par exemple, ça résonne aussi avec un autre texte, notamment sur la question, c'est un numéro, il avait réfléchi à la question des statuts aussi, au moment où il y avait cette ébullition là dans l'espace hexagonal à propos de renommer les rues, déboulonner les statuts, ou qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on les met. Donc, cette réflexion sur la trace, par exemple, dans un territoire situé. Moi, à un moment, je me rappelle que j'avais fait ça, c'était cette année d'ailleurs, en début d'année. J'avais travaillé avec quelques élèves primaires à la Pointe des Châteaux, au Bernica, sur l'espace. Et du coup, j'avais essayé de faire se rendre compte les élèves de la façon dont l'espace est nommé autour d'eux, de ce que ça voulait dire, de qui on nommait, de qui on représentait, de ce que ça impliquait en termes de scénographie urbaine. Et ce qui était intéressant, par exemple, c'est qu'il y avait des marmailles qui se rendaient compte, voilà, pour la première fois, que les espaces qui ne portaient pas forcément les noms de grands propriétaires étaient en fait les espaces de l'intérieur, qu'il y avait une conservation aussi, une consonance malgache sur les espaces de l'intérieur, qui prouvait qu'en fait, même si on était en manque d'archives, il y avait une habitation pleine en fait de ces lieux, probablement par le marronnage, puisqu'en fait, ils étaient cartographiés même au niveau colonial par des noms, par des mots malgaches. Donc, il y a toute cette réflexion autour de qu'est-ce que nous livre, qu'est-ce qu'on nous livre par la nomination des lieux. Et là, il me semble que ce texte-là, par exemple, résonne très bien avec La Réunion. Il y aurait exactement le même travail sur la toponymie qui serait possible de faire. Moi, je vais vous lire un petit extrait de Patrick Chamoiseau. Vous avez confié cet extrait. En fait, c'est un extrait qui vient d'un bouquin qui s'appelle Tracé de mélancolie, qui a été publié en 1999. Et donc, du coup, justement, dans cette revue, on essaie de remettre au goût du jour des livres forts qui ont été publiés dans les pays régions créolophones et qui ont abordé cette question de traces. Et notamment, il y a ce livre Tracé de mélancolie de Patrick Chamoiseau. Et aussi, il y a le livre de Françoise Vergès et Carpanema Moutou qui s'appelle Amar pour une créolisation de Indien-Océane. Océane. Il y a, en fait, là, par exemple, celui-là, il est plus rare. Je pense que c'est assez important de le dire. Le travail de réédition, il se fait aussi par rapport au fait que parfois les tirages sont perdus, volatilisés.
comme en fait avec le travail de numérisation des œuvres de Gamaleya, c'est que si soit on chine et on connaît les gens qui ont été fans et qui ont les exemplaires, soit en fait, à part en consultation en bibliothèque, on ne peut pas se procurer les ouvrages. Donc là, la réédition, cette façon de rééditer, c'est aussi de remettre à la portée des lectrices contemporaines des textes qui sont plus trouvables. Ouais, même si des extraits, mais ça permet aussi de voir qu'est-ce qui a été publié sur tel ou tel sujet. Ouais, tracé de mélancolie. Petite personne, considère ton lieu. C'est pays Martinique, pays Guadeloupe. C'est ton assise au monde. Tu ne peux pas l'oublier, l'ignorer ou bien t'en écarter. Il y a là dans ton lieu les routes, les chemins, les traces. Les routes et les conditions s'en vont tout droit au temps rapide. Ils n'enseignent pas, ni ne transmettent des souvenirs. Ils précipitent. Dans ce précipité, tu dois cueillir des fleurs de joie et des plaisirs de vie. Essaye, si tu le peux, et c'est bon d'essayer. Mais il y a les traces, petits passages, petits sentiers, petites coulées entre les oublis et le passé, petits signes de mémoire, pistes entortillées qui s'en vont à l'écart. Je regarde les chemins et les routes, mais je marche sur les traces et tracés. La trace est plus fragile que la route. L'herbe peut la couvrir, une déballée de boue peut l'effacer, flip-flap. Mais elle se crée et se recrée, un jour, de jour en jour, se déplace et s'adapte. Il suffit pour cela que quelqu'un, toi, moi, une jeune fille, une madame au combat, marche avec elle, rêve avec elle, espère avec elle. La trace demeure vivante si les gens sont vivants. Donc, on va lire un ou deux textes. Après, on va juste lire un ou deux textes parce qu'il y a aussi de la poésie qu'on voulait vous lire aussi. Oui, un autre exemple peut-être que je vais donner sans trop m'attarder. Ah ouais, pour parler un peu. Oui, c'est par exemple, là, donc on vient de lire quelque chose de Chamoiseau, donc c'est assez connoté ces années 80. Travail de Chamoiseau, du coup, c'est travail sur la créolité. Donc ça correspond à peu près à ce qui s'est fait aussi à La Réunion dans les années 60-70, un petit peu plus tôt, mais 80 aussi. Et en musique, voilà, par exemple, je sais pas, Ziska Khan, c'est ce travail sur l'identité. Je trouve que ce qui... et là, on n'a pas de texte de glissant dans celui-là, mais bon, après, du coup, la continuité, créolité, créolisation. Par exemple, ce que j'aime bien, c'est que ce texte-là soit sollicité en parallèle avec des perspectives plus contemporaines. Et là, dans ce numéro-là, on a par exemple un cas qui est assez inédit en fait dans l'histoire du design. Moi, je suis très happée par ce projet-là. On a un entretien avec deux designers qui travaillent depuis un ancrage martiniquais et qui essaient de concevoir, de fabriquer des objets de design décoloniaux. Et j'aime bien par exemple, ce dialogue-là entre la créolité de Chamoiseau, ce travail qui est aussi très lié à des histoires politiques de la discussion anticoloniale qui se fait entre départements d'outre-mer à ce moment-là, avec une perspective, par exemple, de design décolonial là, qui est beaucoup plus mondiale et qui correspond plus à des passages, à des points de traversée entre, on va dire, des arts plastiques plus généralement ou visuels. Donc, par exemple, peut-être que je ne vais pas trop m'attarder non plus, mais je vais lire un petit passage juste de l'entretien. Alors, peut-être le rapport avec les matériaux, c'est intéressant. Alors, donc la question, c'est quels ont été vos rapports avec les matériaux dans cette collection? La réponse. Tu n'as pas dit le nom du collectif, en fait. C'est Dash et Zephyr, ouais. Donc, deux designers, Dash et Zephyr. Nous avions une sensibilité pour les matériaux naturels et l'artisanat qui a délimité un paramètre d'expression. Mais depuis mon enfance, j'ai un attachement indéfectible pour les métiers du fer qui a commencé avec la vannerie créole.
Naturellement, Héritage Contrée, qui constitue les premières manifestations de sa recherche sur les Antilles, était l'opportunité pour rendre hommage à ces artisans vanniers qui transforment les feuilles de cocotier en objets. De manière générale, pour la recherche Éloge créole, c'est le nom de la recherche, Héritage Contrée et Éloge créole, l'idée est de montrer que l'on dispose de ressources riches dans les Antilles qui permettent d'inventer un vocabulaire de formes et de matières qui nous appartiennent. Nous avons toujours eu une volonté de retrouver des techniques anciennes et traditionnelles, des matériaux qui ont été utilisés et ne le sont plus, ou des pratiques minorées, oubliées. C'est aussi une manière pour nous de raconter l'histoire à travers ces matériaux et ces techniques. Dans le cas de Tiban, la conception a été complexe et longue de 2015 à 2017, donc c'est un de leurs objets, Tiban. Il y avait une vraie culture du mobilier aux Antilles, mais qui s'est malheureusement perdue peu à peu, pour des questions techniques et économiques liées à la mondialisation. Toute la technique du beau meuble a petit à petit disparu. Il a donc fallu remonter toute l'économie et la chaîne des matériaux et des techniques et trouver des artisans pouvant satisfaire les exigences techniques. Le Tiban est entièrement produit entre la Guadeloupe et la Martinique, en poirier teinté, mât bleu et bois d'hibiscus, avec des variations de couleurs qui sont propres aux différentes essences. Donc là, par exemple, c'est toujours pareil, c'est évidemment comme mon propre ancrage est réunionnais, j'ai tendance à toujours, avec mon biais, à comparer. Mais ce que je trouvais passionnant dans le cadre du collectif d'Haché Zéphyr, c'est qu'ils problématisaient des choses que je trouvais importantes, auxquelles il me semblait que c'était important de réfléchir aussi, par exemple, depuis ma propre région créolophone, donc la Réunion. C'est cette idée qu'au niveau, par exemple, de l'architecture ou du patrimoine ou du mobilier, par exemple, même quand on fait un tour au Madois, moi, ce qui me frappe, c'est le fait qu'on est enfermé dans une histoire de la colonialité où de l'objet comme pleinement investi des rapports coloniaux qui s'exerçaient sur le territoire. Et là, il y a une tentative de se défaire de ça. Donc, il y a un passage autour de la vannerie, par exemple, donc le passage par ce qui se faisait au niveau non officiel et en fait est dans l'artisanat, qui, je pense, est évidemment très, très pertinent à La Réunion. Mais il y a aussi une recherche de réinvestir un mobilier intérieur qui serait un mobilier décolonial et comment on fait, donc comment on se dépatouille avec des utilisations d'objets, de matériaux à une échelle locale qui sont en quelque sorte désinvestis de la charge coloniale qui était la leur. Comment on se débrouille au niveau de l'architecture, même au niveau de, je pense, les cases. Quand on parle des belles cases, en général, quand on parle de belles cases à La Réunion, on parle de cases coloniales. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on travaille ça? Comment on travaille des matériaux non nobles? Est-ce que c'est possible d'imaginer quelque chose autour de la tôle, par exemple, qui du coup, voilà, c'est un des matériaux qui n'a pas du tout la même histoire. Comment on repense le rapport aux cases, à l'investissement de la beauté dans ces espaces-là qui sont toujours les espaces subalternes. Comment on pense aussi à un certain rapport d'habitation en dehors du strict régime de la plantation. Parce que c'est pareil, quand on met en avant les espaces patrimoniaux, on a beaucoup tendance, au niveau, je pense que c'est aussi une demande et une réponse touristique pensée depuis l'Hexagone, mais on met beaucoup en avant les anciennes plantations, tout ce qui est lié à une histoire de l'esclavage ou de l'engagisme. Et cette façon de travailler en fait vraiment au plus près de ce qui se fait dans les espaces subalternes, il me semble que c'est quelque chose qui devrait aussi résonner avec le travail de plusieurs artistes à La Réunion. En réalité, c'est déjà le cas parce que le collectif d'Haché Zéphyr, moi, je l'ai connu grâce à une designer réunionnaise qui est en train de finir sa formation, donc qui fait du design d'objets et qui s'inscrit aussi dans ces perspectives de design décolonial. Donc, c'est Ambre Maillot, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est aussi illustratrice. Elle est exposée par la Galerie Constellation et elle avait fait une expo, c'était cette année, c'était peut-être aux alentours de août, je pense, une sortie de résidence. Et donc voilà, il y a cette correspondance-là qui est assez évidente parce qu'au niveau même là, climatique, voilà, on est vraiment sur les mêmes matériaux, on est sur un travail réflexif qui est aussi pétri par les mêmes enjeux.
Voilà, en tout cas pour par exemple l'exemple du collectif Dash chez Zéphyr. Est-ce que tu as envie de présenter aussi un autre texte, un autre fragment? Non, attends, avant de continuer dans la lecture, juste un petit mot sur les illustrations. Et parce qu'on a pas mal d'illustrations aussi à l'intérieur de la revue. Et comment ça se tisse en fait durant la fabrication des numéros. Normalement, nous, on fait pas de commandes, donc on n'a pas d'argent, on peut pas faire des commandes. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, on lance des appels à contribution de textes et aussi de visuels. Voilà, donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure et comme vous avez constaté aussi, c'est une revue pluridisciplinaire. Donc, et on reçoit des contributions plastiques, aussi des textes. Donc, comment on essaie à l'intérieur de la revue de faire agencer les textes avec les images, d'illustrer et tout. Donc, j'ai pensé à ça parce que là, en fait, dans le texte de Patrick Chamoiseau, ce texte est illustré par une image de Jacques Bency. Et la photo a été prise, en fait, c'est un projet de 1991. Donc, ça s'appelle Au fil de la mémoire. Donc, qui rentre vraiment en résonance avec le texte de Chamoiseau, des tracés mélancoliques. Et certaines personnes peuvent penser peut-être qu'on avait envoyé le texte à Jacques Bency et pour l'illustrer ou envoyer l'image à Patrick Chamoiseau pour écrire un texte, mais pas du tout. Donc, à l'intérieur de la revue, on n'a pas vraiment des images qui ont été commandées pour tel ou tel texte. C'est que des contributions qu'on reçoit et on essaye de les mettre en dialogue à chaque fois. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne, ça explique vraiment la synergie qui existe à l'intérieur de ce comité-là. Donc, on n'est pas qu'un comité qui fait une revue. On est également un groupe de potes qui partagent les mêmes idées, la même idéologie et qui sont là pour le même combat. Donc, c'est ça, en fait, qui est plus important, qui nous a permis chaque année de proposer un projet un peu particulier. Et attends. Là, je voulais lire le texte en créole. Là, je vais vous lire déjà un texte en créole haïtien. Donc, on reçoit des textes en créole et aussi des textes en français. Mais il n'y a pas de traduction à l'intérieur de la revue. On laisse les langues telles qu'elles sont. Et donc, c'est un parti pris aussi. Tout le monde nous demande pourquoi on ne fait pas la traduction. Donc, si on se dit, ben, s'il y a une personne qui s'intéresse à tel auteur ou tel auteur, autrice créolophone, ben, qu'il aille chercher, qu'il aille fouiller son travail et pour essayer de comprendre ce qu'il veut, ce qu'ils disent, quoi. Donc, voilà. Là, c'est un poète haïtien qui s'appelle Mentor. Le titre du texte, Rété poème nan. Rété poème nan, chagrin moyo, à qui on l'amour d'y fait volcan. Rété philosophie corps, qu'alon sommeil moins, à rêve glogé. Rété poème nan, trace ou, qui donne sous paume, tant qu'on malingue, chien pas caniché. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle? Ah ben non. Hein. Ben non, hein, je ne sais pas de quoi ça parle. D'accord, ouais, nous non plus, ça sera un mystère. Donc ouais, c'est un petit texte d'amour, quoi. Ben, juste ça. Je ne vais pas le traduire. Non, je ne demande pas de traduire. Quelque chose que j'ai aimé, moi, quand j'ai découvert la revue, j'étais pas. Maintenant, je fais partie du comité de rédaction, mais une des choses qui m'avait frappée quand j'étais tombée sur la publication, puis sur la revue que je m'étais procurée, c'était justement la volonté de ne pas traduire le créole haïtien. Et j'ai trouvé que c'était un parti pris que j'aimais beaucoup, en fait, qui était d'ailleurs dans les premiers textes de Chamoiseau. En fait, on a ça aussi, mais ça passe très mal dans l'édition orientée vers l'Hexagone. Puis même en fait à La Réunion, il y a aussi quand même quelques textes où, d'un point de vue éditorial, on est obligé de sous-titrer en quelque sorte en français. Et moi, quelque chose que j'avais beaucoup aimé, mais qui est évidemment lié aussi au statut officiel du créole haïtien, c'était que cette revue-là pouvait circuler à Paris, c'est là où je l'avais trouvée, et elle circulait sans obligation de traduire. Donc j'avais été séduite en fait par ça.
Moi, j'avais envie de proposer un texte, enfin de vous lire un petit extrait. Après, on va arrêter de vous bassiner avec tout ça. Mais j'avais envie de proposer quand même un texte, qui est un des textes de réflexion que j'aime beaucoup, qui du coup est un texte d'étude que je trouve à la fois très, très touchant et, euh, et qui ne va pas nécessairement vers... c'est comme les textes sur les langues créoles, en fait, qui va vers une forme de partage d'histoire beaucoup plus que vers de la recherche scientifique. Et en même temps, ça permet de... Enfin, ça permet, moi j'adore ces recherches-là, c'est une façon de les vulgariser aussi en quelque sorte. Donc c'est un texte qui s'appelle Traces et enfance, caste et Kalapani, corps capitalisé, portrait de grand-mère d'origine indienne. Donc je vais en lire un petit extrait. En fait, il est composé voilà, d'une introduction sur les héritages coulis dans les univers artistiques, mais aussi de portraits, de traces en fait, du coup, de lignages biographiques. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve évidemment très, très inspirant. Notamment, j'étais contente de tomber sur ça parce qu'on a dans les revues décoloniales, notamment un peu plus orientées sur les arts plastiques, on a beaucoup, beaucoup d'accès en fait aux réflexions sur l'afrodescendance. Et c'est beaucoup plus difficile d'avoir des choses sur l'asiodescendance. Donc, j'ai beaucoup aimé ce texte-là. Les enfances dans les plantations portent les traces du capitalisme, l'empreinte des migrants indiens qui ont subi la malédiction du Kalapani, au noir ou Blackwaters dès le XIXe siècle. Ces traces sont énoncées dans des univers qui relatent et révèlent les conditions d'engagisme des populations d'origine indienne, indentured laborers. Le regard porté par la littérature et l'art sur des origines peut incarner les traces d'une fracture sociale et d'une résistance silencieuse. L'héritage Kouli semble porter l'empreinte de la traversée du Kalapani, mais il s'exprime dans des univers fictionnels. L'enjeu est de retranscrire les fragments et les expériences familiales de ce voyage et de ses effets. Comment l'origine indienne résiste-t-elle ou persiste-t-elle face à ce dessin de corps capitalisé, de sujets ou objets du mercantilisme dans les eaux indiennes et caribéennes? Tant que les lions n'auront pas leur propre histoire, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Ce proverbe africain représente l'histoire coloniale basée sur des mensonges, des silences et des dissimulations propagés par des maîtres coloniaux. Selon Aimé Césaire, dans le discours sur le colonialisme, le Kouli est la dernière victime. En effet, le colonialisme avait pour but principal la domination territoriale. Il a non seulement forcément refait des frontières géographiques, mais a aussi mené à la domination politique et l'exploitation économique. Que reste-t-il de la traversée des coulisses dans ces différentes aires géographiques? Un héritage? Un imaginaire? En 2019, dans une exposition intitulée « Car, vois-tu, tu as droit d'être obscur », l'artiste mauricien Nirveda Alek interroge le voyage par le continuum. Retracer, repeindre, peindre, questionner, reconstruire les récits des coulisses, est-ce un moyen d'exprimer, de pallier à l'oubli et à l'effacement du vécu des travailleurs engagés? Le terme « retracer » est le fait de suivre une empreinte, poursuivre, se souvenir, se représenter. Il permet de continuer à tracer le passage des aïeux à travers un univers réel ou imaginaire, par-dessus le tissu sporadique de l'histoire coloniale. Cet article s'inscrit dans la transmission contenue par les traces. Notre propos s'appuiera dans un premier temps sur des univers artistiques et littéraires. En effet, dans son roman Enfance créole 1, Patrick Chamoiseau pose ces questions. Peux-tu dire de l'enfance ce que l'on n'en sait plus? Peut-il non la décrire, mais l'arpenter dans ses états magiques, retrouver son arcade d'argile et de nuages, d'ombres d'escalier et de vents folles, et témoigner de cette enveloppe construite à mesure qu'effeuillant le rêve et le mystère, tu as inventorié le monde? Ce roman offre une manière de partager des récits personnels et collectifs. C'est une source d'inspiration. Dans un second temps, nous mettrons en lumière 2 portraits de femmes Shakti, des grands-mères, Estrella Rodriguez et Millionette Narayanan. Donc ça, après, c'est des portraits. Bon, il y a tout un commentaire sur l'héritage Kouli, mais j'aime énormément ça. À la fois le cas d'étude sur les figures et la réflexion du coup sur, là en l'occurrence, l'indodescendance. Et c'est vrai que dans l'espace, dans la communication entre l'espace caribéen et l'espace indiano-océanique, on a, je pense, des travaux beaucoup moins visibilisés
sur les lignées asio-descendantes. Donc, moi, c'est un article que j'aime beaucoup. Peut-être qu'on va essayer de vous faire nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Je vais faire circuler un micro. OK. Merci. Moi, c'est juste pour savoir, du coup, comment on peut accéder à la revue? Est-ce qu'on peut l'acheter ou tout ça? Oui, tu peux l'acheter en ligne. Alors là en fait, on fait des livraisons. Bah, tu viens nous voir et et on fera la livraison sans passer parce qu'il y a une plateforme à partir de laquelle on fait ça. C'est vrai qu'on fait beaucoup circuler sur les réseaux sociaux en fait, et les personnes qui ne sont pas nécessairement dans les endroits où on passe avec nos sacs chargés, on leur livre en fait. Ça reste la solution la plus simple étant donné on diffuse nous-mêmes. Donc après, on peut te donner le lien, on peut te donner le lien pour commander, après on l'envoie. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment une diffusion sur la Réunion, mais on espère bien. C'est compliqué pour nous de ramener beaucoup d'exemplaires. On a ramené quelques-uns pour des gens qui avaient réservé aussi pour les contributeurs et contributrices de la Réunion. Il y en a un paquet. Oui, il y en a un paquet. Cette année, il y a vraiment un paquet. Ce qui fait qu'on s'était posé la question est-ce que c'est encore la revue haïtienne des cultures créoles ou juste la revue des cultures créoles, tellement que là, oui, c'était peut-être majoritairement haïtien, évidemment, puisqu'il y avait aussi une localisation à Port-au-Prince. Et là, je pense que les diasporas participent massivement, avec d'ailleurs beaucoup de qualité, donc c'est plaisant. Et du coup, en général, oui, on diffuse sur les réseaux, on essaye au maximum. Et puis, les personnes qui témoignent un intérêt, on fait les livraisons. Donc, n'hésite pas à venir. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Donc, si par exemple, à l'école, on voulait s'en procurer, si on était quelques-uns à vouloir s'en procurer, ce serait peut-être plus simple de faire une livraison à l'école, éventuellement? Oui, en fait, c'est plus simple. C'est plus simple pour nous aussi. Comme ça, Voilà. depuis Limoges, parce qu'on est basé à Limoges pour l'instant, on est nomade. Hein. Chaque numéro est dit dans un pays ou dans une ville différente. Donc, pour l'instant, ce numéro-là, on est à Limoges. Donc, ce sera mieux pour nous, en fait, d'envoyer qu'un seul paquet. Une liste, une liste de personnes intéressées. Ouais, voilà. On verra ça après, si vous voulez bien. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous ne vouliez pas traduire le créole haïtien, mais est-ce que ça vaut aussi, est-ce que c'est aussi le cas pour les autres créoles dans le livre? Alors ça, c'est à chaque auteuriste de décider. Il y a déjà eu effectivement, par exemple, un très beau texte de Francky Lorette qui n'était pas traduit. Donc, c'est la volonté de l'auteuriste. Nous, on n'interfère pas. Enfin, en plus, on fait de l'édition, mais en réalité, toutes les personnes dans le comité, la plupart des personnes dans le comité, c'est des artistes. Donc, on prend les propositions et on ne se permet pas de... Voilà, on n'a pas, on n'a pas la volonté d'interférence éditoriale que peut avoir un éditeur un peu plus, orienté. Et après, nous, à la base, on ne traduit pas. C'est un choix. Et après, si la personne aime que son texte soit traduit dans la revue, donc on ne s'interpose pas, en fait. On laisse la chose. Oui, c'est aussi une proposition artistique, en fait, la traduction. Donc, on laisse l'artiste choisir. Parce qu'en fait, tout à l'heure, vous aviez dit que dans certains pays, ça ne passait pas le fait qu'il n'y ait pas de traduction, notamment à La Réunion. Et du coup, je trouvais ça bizarre que... c'est parce que principalement, les textes en créole, c'est du créole haïtien. Et comme la diffusion principale de cette revue, elle s'est passée en Haïti. Après, je disais que ça ne passait pas plutôt sur des revues indiano-centrées, c'est-à-dire sur des revues qui en fait ont beaucoup... nous, on se diffuse quand même majoritairement en hexagone par rapport à l'éclatement qu'il y a eu après en fait, le Covid. Il y a eu pas mal de personnes qui sont venues en hexagone depuis Haïti, donc ça permet, je pense, cette fluidité
Et je trouve que c'est beaucoup moins le cas à La Réunion, à part évidemment quelques maisons d'édition qui sont dans des propositions fortes. Mais si on parle de maisons d'édition ou même de projets éditoriaux qui ont envie qui ont envie de s'étendre, souvent il y a un peu de réticence. Par exemple, à faire une proposition de texte critique uniquement en créole réunionnais. Tu vois, là, il y a les textes sur les langues, il y en a eu beaucoup qui étaient uniquement faits en créole haïtien. C'est du texte théorique. Ça passe beaucoup moins que dans la création. En général, la création monolingue réunionnaise, oui. Théorie critique en réunionnais, il faut la chercher. Hein. Ok, merci. C'est bien, vous avez commencé à répondre à ma question. Ma question, c'était justement, est-ce qu'il y avait des textes de réflexion en langue créole ou est-ce que tous les textes de réflexion, comme si vous avez lu, étaient en langue française? Et voilà, ça c'est une première question. Ben, en fait, nous en Haïti, il y a quelques années, je peux dire 5 ans, on est dans cette perspective en fait de lutter pour que les formations, pour que les textes réflexifs soient en créole haïtien. Parce qu'on est, bon, comme toutes les langues créoles, c'est une langue aussi qu'on peut utiliser dans la recherche. Et en plus, en Haïti, c'est une des langues officielles. On a une académie qui fait des travaux sur la langue. Et donc, du coup, des fois, on trouve des articles, réflexions en créole haïtien. Notamment dans ce numéro, on a un article en créole haïtien. Et dans les autres créoles? Et dans les autres créoles, non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il ne me semble pas qu'il y avait des textes réflexifs dans Mais là, d'autres créoles. Mais oui, là... Dans ce numéro, on a 2 textes en créole haïtien de réflexion. Oui. Et c'est aussi porté souvent par des personnes qui réfléchissent aux langues. Donc, généralement, on a quand même des gens qui sont un tout petit peu dans la linguistique, ce qui leur permet peut-être d'avoir une aisance dans la capacité réflexive et de rédaction en créole, quoi. Parce que souvent, pour les autres créoles, je pense que c'est aussi ce qui explique que ce soit plutôt le créole haïtien. C'est créole haïtien, c'est un créole officiel. Bon, les autres créoles, notamment des départements d'outre-mer français, bah non, en fait, l'éducation, on l'a fait en français. Donc, le rapport à la rédaction argumentative en créole réunionnais, c'est un vrai enjeu, hein. C'est une vraie difficulté. Ben, moi, je ne te mens pas, j'arrive pas. Hein. J'avais une deuxième question, après j'arrête de vous embêter. Est-ce qu'il y a des débuts d'échanges avec des créolités anglophones? Et est-ce qu'il y a des passerelles ou pas dans ce sens-là? Est-ce que, notamment vu que de la proximité, plus au niveau de la Caraïbe, je ne sais pas, est-ce que là-dessus, il y a des choses qui s'ouvrent ou est-ce que c'est quand même une revue des créoles francophones, des créolités francophones? Et en fait, pour l'instant, non. Il n'y a pas. En fait, en gros, c'est une revue créolophone d'une manière générale, que ce soit lusophone, anglophone, et lusophone, créole à base d'anglais ou portugais et tout. Mais comme nous, on fait partie de la sphère francophone, donc on est beaucoup plus en lien et les textes, les chercheurs ou les artistes francophones sont beaucoup plus accessibles pour nous par rapport aux textes, aux chercheurs anglais et tout. Mais l'idée aussi, c'est une revue très jeune, hein. On n'a que 5 ans et là, on a publié que le numéro 4. Donc, je disais, on a 5 ans, mais on n'a que 4 numéros. Donc, à l'avenir, on espère avoir des liens avec les autres créoles. Mais, au niveau texte, non, mais au niveau de création, on a des liens, on a pas mal de liens dans les poches créoles au Brésil. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a chaque année des contributions artistiques et plastiques venant du Brésil et d'autres régions. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de lien entre les... bon, ça va venir, ça va venir. Bon, ben, si jamais il n'y a plus de questions, de toute façon, on peut discuter de façon un petit peu moins formelle. Voilà, les personnes intéressées peuvent aussi venir concernant les revues. Ben, merci beaucoup de votre écoute, de votre présence. Et voilà, à bientôt. Merci aux Beaux-Arts, merci à vous, merci à Maud.